Prenons une petite lecture historique. Au lendemain de l'indépendance en 1962, par exemple, les premières 4 années de l'indépendance, vous voyez les histoires que les Burundais ont connues. Au Burundi, d'abord, le procès contre les assassins de Rwagasore a été rouvert et ses cousins princiers ont été condamnés. Ça veut dire que la famille royale aussi venait d'avoir une cassure en son sein. Et on a connu 8 gouvernements, un assassinat d'un premier ministre, une attaque du palais royal. Le roi a fui le pays, c'est son premier ministre. Il y a une chute précipitée de son régime. Et il y a eu l'introduction d'un nouveau roi qui n'a pas pu cohabiter avec son premier ministre. La République est venue. En 1976, les premières années ont été marquées par un travail de sape contre les soi-disant monarchistes. On a célébré 60 ans d'indépendance du Burundi et la veille de la célébration de la fête nationale de l'unité, Parsem voulait lancer un plaidoyer national pour qu'il y ait un débat fort sur le thème qui nous est cher, qui est la cohésion nationale. La cohésion nationale est impérable pour qu'un pays puisse s'assurer une stabilité politique, une prospérité et un décollage économique. Qu'est-ce qu'on comprend par la cohésion nationale? C'est ce sentiment exprimé par les citoyens d'appartenance nationale à une même nation, quelle que soit leur diversité. Un vrai vouloir vivre collectif qui s'exprime en partage d'un passé commun, d'un avenir commun. L'égalité de tous devant la loi, l'égalité de tous, l'égalité des chances. Les citoyens considérés de même façon. Un citoyen qui peut contribuer au développement et à la gestion des affaires publiques. C'est un citoyen, ce n'est plus un sujet comme dans les époques monarchistes. Il faut aussi, et la cohésion se fonde aussi sur l'existence des classes moyennes. Il ne faut pas qu'il y ait des gens, une petite classe qui s'enrichit de façon démesurée et une grande partie de la population qui croupit dans une misère, alors que même ceux qui s'enrichissent ne le font pas à partir des activités génératrices de revenus visibles, à partir d'un travail de sueur. Donc, imaginez que la cohésion nationale aujourd'hui devrait avoir un débat privilégié. Mais si on analyse la situation de la cohésion nationale, on voit que la cohésion nationale a été vraiment mise à l'épreuve depuis longtemps. C'est pour cela que nous interpellons la conscience de chaque Burundais de faire, je dirais, son introspection par rapport à cette situation. Prenons une petite lecture historique. Au lendemain de l'indépendance en 1962, par exemple, les premières 4 années de l'indépendance, vous voyez les histoires que les Burundais ont connues. Au Burundi, d'abord, le procès contre les assassins de Rwagasore a été rouvert et ses cousins princiers ont été condamnés. Ça veut dire que la famille royale aussi venait d'avoir une cassure en son sein. Et on a connu 8 gouvernements, un assassinat d'un premier ministre, une attaque du palais royal. Le roi a fui le pays, c'est son premier ministre. Il y a eu une chute précipitée de son régime. Et il y a eu l'introduction d'un nouveau roi qui n'a pas pu cohabiter avec son premier ministre. La République est venue. En 1976, les premières années ont été marquées par un travail de sape contre les soi-disant monarchistes. En 1969, on dit un coup d'État, des gens sont liquidés. En 1971, l'affaire Ntumburanye. En 1972, le drame, le plus horrible. Même l'ancien roi est assassiné. Jusqu'à 1976, l'odeur de ces crises était encore là. Deuxième République en 1976 à 1987, les 5 premières années furent une année de redressement, mais comme le naturel revient toujours au galop, les histoires du totalitarisme et de l'exclusion sont revenues. Les crises Église-État sont revenues. Et en 1987, jusqu'à 1993, Troisième République, le lendemain, Ntega Marangara est là, avec toutes ses conséquences. La charte de l'unité dont nous parlons aujourd'hui est votée en février. Mais en novembre 1991, une attaque sévère des rebelles et ça va sur Bujumbura. En 1993, la campagne électorale se fait sur l'exacerbation des haines ethniques. En 1993, l'assassinat du président élu.
les massacres dans tout le pays, les réfugiés, les déplacés. La convention du gouvernement vient, mais elle aussi échoue. Vous vous souvenez qu'il y a eu la situation où le Burundi a été représenté au sommet de l'OEA par 2 délégations. Le président part avant midi, le premier ministre après-midi. Les 2 délégations sont dans une même ville et ne se saluent pas. Donc ça a été une situation dramatique. En 1996, le deuxième coup d'État. Le président Ouya revient au pouvoir. L'embargo nous frappe. Les attaques continuent. En 2005, le parti gagne les élections et les Burundais disent quand même, mais avec les nouvelles élections, la situation va s'accroître. Mais là aussi, à ce début, le parti a été ankylosé par une crise interne. Vous vous souvenez de la crise de Rajabu, et Rajabiste et quoi, ça a paralysé un peu les énergies, le nouveau élan du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir avait un élan nouveau pour rassembler, pour créer une dynamique de développement, mais il a été ankylosé par cette crise interne. Parce que c'était une crise au plus haut sommet du parti. En 2010, on organise les élections. Une partie des partis politiques font défection. Vous vous souvenez de la création de la DCI Kibili. Le principal opposant fouille encore. La situation reste comme ça, débat. Et en 2015, la crise du 3e mandat. Encore une fois, des réfugiés, des massacres, des quoi, manifestations, tentatives de coup d'État, jusqu'en 2020. Ça veut dire que de 62 à 2020, les Burundais sont souffrés. Il est grand temps alors que le leadership nouveau nous fasse oublier pour nous orienter vers une trajectoire nouvelle qui est salvatrice. Et certes, nous disons notre contribution pour que la situation change. Nous disons que, comme nous l'avons vu dans d'autres pays, et pour construire une nation prospère, forte et avec une cohésion solide, c'est à 3 niveaux. D'abord, il y a une fondation, il y a les piliers et il y a la toiture, comme on construit une maison. La fondation, ce sont les acquis. Ce sont les atouts dont dispose le pays pour raffermir cette cohésion. Quels sont les atouts et les acquis? Le Burundi est une nation multiséculaire. Sa création émane des racines profondes. Le Burundi, ce n'est pas un pays créé artificiellement par les colons, les colonisateurs. Comme dans d'autres pays où les pays ont été créés artificiellement, les colonisateurs rassemblent des tribus, comme ça. Certaines tribus se trouvent séparées ou quoi. Mais le Burundi a une existence de racines profonde. Deuxièmement, on a une même culture et une même langue. Les soi-disant ethnies qui composent le Burundi, quelle ethnie qui peut se prévaloir d'avoir introduit le Kirundi avant? Quels sont les vestiges d'une ancienne civilisation, par exemple, qui serait l'apanage d'une ou autre composante de la société burundaise? Il y a aussi les 2 accords qu'on a. La charte de l'unité et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Nous célébrons la charte de l'unité demain. Quel est le contenu de la charte de l'unité? Quelle est la relation entre la charte de l'unité et l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation? En tout cas, les Burundais ont décidé de dialoguer et de trouver une solution à les problèmes par un dialogue. Donc il y a des accords. C'est un patrimoine, c'est notre richesse. Les 2-0 qui nous servent d'exemple, de référence. Le prince du Rwagasore, le président Melchior Ndadaye. On les a mis sur le billet de 10 000 francs. Ça dit ce que ça dit. C'est notre référence dans la culture politique. Est-ce que nous nous imprégnons de la culture politique? Le prince du Rwagasore, vous avez entendu son discours avec sa saveur au niveau de la tolérance politique, au niveau du rassemblement. Est-ce que nous nous contentons à déposer le gerbe de frères le 13 octobre et puis nous retournons dans les mêmes états, dans les mêmes éléments? Non, cette culture politique devait nous transformer. Et aussi le conseil de Bushingana qui prouve que la société burundaise, dans sa vie profonde, elle se tenait sur les valeurs, l'honnêteté. C'est ça, l'honnêteté, justice. Les piliers, alors, c'est 4 piliers. Comme les colonnes d'amis, il y a la bonne gouvernance électorale pour que les élections ne soient plus un prétexte de cassure au niveau de la légitimité pouvoir. Des partis politiques forts,
l'ouverture de l'espace politique. 2, il faut une administration professionnelle, centrée sur la séparation des postes politiques et des postes techniques, l'égalité des chances dans l'administration. L'égalité des chances pour bénéficier des avantages des services publics. C'est la déclaration des biens pour inviter les agents de l'administration à ne pas se servir. Les incompatibilités pour éviter que les gens profitent de leurs positions, au lieu de servir la nation, ils commencent à s'arroger, à se donner des avantages indus, les exonérations, les marchés publics, les monopoles qui se constituent, et les autres sont quasiment exclus, alors qu'il devait y avoir des normes, des règles de jeu qui permettent à ce que, dans un contexte d'égalité des chances, tout le monde puisse y trouver son compte et éviter les tracasseries administratives. Troisième pilier, construisons la justice. La justice qui est sûre, la justice traditionnelle qui est sûre, le passé qu'on a déjà connu avec l'action de la CV. Il faut construire ce mine avec une justice causée comme arbitre qui protège tout le monde, les biens des uns, des autres, qui assure. Il ne faut pas qu'on ait toujours la justice du vainqueur quand certains ne sont plus au pouvoir, quand les choses changent, on voit que la justice aussi est instrumentalisée pour s'attaquer aux plus faibles. Alors qu'on n'est pas fort de façon viagère. C'est la nature. Il faut qu'il y ait alors une justice, un arbitre qui protège tout le monde. Quatrième pilier, c'est l'action civique dynamique. L'action citoyenne dynamique. Une société civile des citoyens et qui savent les lois, les lois qui les protègent, qui peuvent exiger la redevabilité. La libre entreprise, il faut que les gens entreprennent et il ne faut pas qu'il y ait des entraves. Il faut une presse aussi libre. La presse libre, c'est pour exiger la redevabilité vis-à-vis des dirigeants. La toiture, alors, c'est cette stratégie de développement. Avons-nous une vision partagée? Nous sommes conscients des potentialités dont on dispose. Quelles sont les fenêtres pour relancer l'économie? Quelle est la stratégie pour mobiliser les fonds? Il faut que ce choix au niveau des dynamiques économiques soit concis pour que, justement, renforcer cette cohésion. Parce que là où une société aussi est pauvre, il est difficile de parler de renforcement de la cohésion nationale. Et je vous remercie.